Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence petite enfance concernant le langage qui sera donc animée par Madame Souad Faridi Corbet. Dans un premier temps, j'excuse Monsieur Amin Bouabbas, premier adjoint à la maire du 14e, qui ouvre normalement ces conférences, mais qui est retenu sur une autre réunion pour le moment, donc il nous rejoindra peut-être en cours de route. Donc voilà, cette conférence sur le langage sera donc animée par Madame Souad Faridi Corbet, qui est psychomotricienne diplômée d'État auprès des bébés et des jeunes enfants depuis de nombreuses années. Elle exerce en libéral à Nanterre. Elle a notamment travaillé au sein du service oralité de l'hôpital Robert Debré et également au sein de l'hôpital Necker. Bonjour Souad, je vous laisse la main. Bonjour, je vous remercie de me donner l'occasion du coup, de parler du thème langage, parler à son bébé. Donc, on abordera le thème du langage, mais également en fin de partie sur de la prévention aux écrans également. Et je remercie le réseau Santé prénatale de Paris ainsi que la mairie du 14e d'organiser cette conférence. Alors, au cours de la réunion, vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions. Alors, pour commencer, le langage abordé par une psychomotricienne passe d'abord par le dialogue tonique. Et j'aimerais bien citer la, la citation suivante de Ajur Yagira, qui est un neuropsychologue, un neuropsychiatre, un spécialiste du développement de l'enfant et qui a fait vraiment beaucoup de fondements sur le développement de l'enfant qui sont utilisés et réutilisés dans la psychomotricité et en l'occurrence sur le dialogue tonique. Donc, la citation dit, le dialogue tonique est la première forme de communication entre l'enfant et son entourage bien avant les mots. Effectivement, souvent, quand on pense langage, on va penser expression verbale, mots, mais le langage, c'est l'ensemble de ces choses-là. C'est le langage verbal, infraverbal, c'est les gestes, c'est les mimiques, c'est l'ensemble des choses. Et lors de cette conférence, j'ai abordé les thèmes suivants, d'abord l'importance de l'éveil du langage, on parle du langage. Je passerai sur les grandes étapes du développement du langage pour l'enfant. Bien sûr, ça reste juste des repères, mais je sais c'est important quand on est parent de d'être rassuré sur le développement. C'est pas pour autant comparé, ce n'est pas forcément pour mettre des contraintes fortes ou autres, mais c'est tout de même intéressant d'avoir des indicateurs pour réagir s'il y a besoin de réagir ou d'être rassuré également. On parlera du contexte spécifique bilinguisme rapidement, ainsi que de la communication bienveillante. C'est beau de faire développer, que l'enfant développe son propre langage. C'est beau de pouvoir communiquer avec l'enfant, mais il faut aussi adapter sa communication avec l'enfant et, et également être bienveillant. Alors, j'enlève là-bas. J'ai mis également un slide sur la partie comment repérer éventuellement les retards de langage, parce qu'il peut y avoir une autre question. Dès qu'on parle de langage, c'est comment ça évolue dans une certaine normalité, mais quand faut-il également réagir si besoin. Et en dernier, on abordera également la prévention d'exposition aux écrans. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Dans le chat, j'essaierai de répondre dans la mesure du possible. Ou on les abordera à la fin de cette conférence. Mais n'hésitez pas à interagir et à, et à, et à poser vos questions. Donc, pourquoi l'importance de l'éveil du langage? Ben, d'abord, le langage, c'est un process vraiment, si j'ose dire, fascinant, complexe, qui va prendre source dès la vie in utero.
Ce n'est pas inné, contrairement à ce qu'on peut dire des fois. On sait, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de particulier pour que que la personne acquiert le langage. Oui, parce que le bébé, parce que l'être humain est un être social, donc forcément, il va essayer, mais n'empêche que c'est une donnée scientifique que le langage n'est pas inné, mais qui se construit dans la relation à l'autre, la relation à soi et à l'autre. Il se développe par l'interaction et effectivement, ça va se développer dans le jeu, au gré des simulations multisensorielles également, l'éveil sensoriel, les odeurs, la vision, la vue, le toucher, le fait de pouvoir faire des mimiques. Et moi, Dieu sait que je le fais. Alors, et les parents sont bien sûr les premiers piliers dans ce rôle pour accompagner l'enfant dans ce formidable processus afin de favoriser à la fois son développement cognitif global et langagier, l'éveiller au langage. Et avant tout, ça va, enfin, pour un tout petit bébé, ça va passer par le babillage, par un accordage tonique, on y revient parce que à la citation de Ajuria Adira qui a fondu le développement psychomoteur de l'enfant et le développement de l'enfant autour, enfin, qui a apporté, qui a amené cette notion de, de- d'accordage, accordage tonique et émotionnel avec l'enfant parent. Et donc, bien sûr, que le langage, il va naître dans toutes les interactions au quotidien, à tout instant, et que votre enfant, petit à petit, va développer son langage à travers une relation faite de sécurité, faite de complicité et bien sûr de plaisir. Alors, on passera chaque slide, c'est un petit peu dur pour passer à la slide suivante. Je repositionne. Alors, on va passer au stade de développement, les différents stades de développement du langage chez l'enfant. Donc, d'abord, le langage in utero. Vous allez me dire, comment ça, le bébé, il ne parle pas in utero? Non, il ne parle pas, mais il perçoit les langages à son niveau, avec ses capacités. Et donc, c'est une des premières étapes du développement du langage. Et effectivement, in utero, l'enfant, il va entendre les sons. Il va les entendre de manière vraiment assez significative et qui va le faire vibrer parce que justement, il les entend par des vibrations sonores avec le l'os qui est au niveau de l'oreille, qui va amplifier. Et contrario aussi avec le fait qu'il les perçoit de façon atténuée. Et tant mieux parce que tout son système n'est pas encore développé. Ils sont atténués par l'enveloppe à laquelle, par l'enveloppe qui l'entoure, par les tissus corporels, bien sûr, de la maman. Et ce qui rend les sons, il perçoit les sons graves un peu plus aigus, on va dire. Mais en tout cas, voilà, il sent. Et il y a des études, plusieurs études, en l'occurrence, je cite celle de Busnel en 2001 et de Carvalho 2020. C'est une étude de deux études qui ont montré que le nouveau-né, il reconnaît, il préfère la voix de sa maman par rapport aux autres enfants. Bien sûr, elle l'a porté pendant 9 mois et que le fait qu'il s'est habitué au timbre de cette voix, il va la reconnaître parmi plusieurs. Il reconnaît également la, la, la voix du papa également, mais on le voit et vous, certaines les mamans qui sont connectées euh, à cette conférence, ils peuvent en témoigner. Des fois, il suffit de parler, d'être dans la salle pour que ça calme un bébé qui pleure et autres. Et donc, voilà, le dialogue, le langage, il va commencer déjà avant de naître. Après, sur la phase de la naissance à 6 mois, ben, on va avoir les tout petits prémices du langage. Bien sûr, la réaction, comme je viens de dire, la réaction du bébé au son qui l'entoure, le fait d'être rassuré par le son les plus familiers, le fait de tourner la tête également vers les sources de bruit, de son. Il va reconnaître la voix de ses parents et il peut commencer déjà à vocaliser. Donc, on va être sur des gazouillés, des sons simples, qui se prolongent et
Et moi, je vous invite en tant que parent à y répondre, à les prolonger, parce que justement, c'est dans l'interaction qu'il va voir que oui, vous vous intéressez, ça vous intéresse, ça a un impact sur vous, et ben lui, ça le sécurise, ça le rend plus, enfin, ça lui renvoie ça lui renvoie également une réponse que ce qu'il a de l'accueil, il y a de l'accueil par rapport à ce qu'il fait, par rapport à cette vocalise, et ça va l'encourager à continuer, et ça va être le début des prémices du langage. Donc, important de réagir à ces vocalises, important de les amplifier, d'en jouer, de les encourager, mais vraiment, tout est possible, tout est permis. Et pendant cette phase où l'enfant a besoin le plus, je dirais, de portage de holding, même s'il en aura bien sûr besoin des parents beaucoup, beaucoup plus que au-delà de cette phase de développement, et ben le portage dans les bras, c'est aussi à travers c'est aussi un langage, c'est aussi du dialogue, c'est aussi de l'échange. Et le fait de le porter dans les bras, de le regarder dans les yeux, ça va faire émerger cet accord justement émotionnel avec le bébé. Et le tout, vous pouvez l'accompagner par le parole, parce qu'on va dire que l'enfant ne comprend pas, mais si l'enfant, même s'il ne comprend pas, il entend vos tonalités, il entend quand ça monte, quand ça descend, quand vous êtes ému, quand vous êtes gai, quand vous êtes pas contente. Voilà, c'est des choses qui passent par les vibrations, parce que le langage, ce n'est pas que les mots. Et je suis désolée, je le dirai, je le redirai pendant tout ce temps qu'on passera ensemble. Donc, l'accordage émotionnel, l'accordage tonique, la relation, le regard, tout ça va, vous pouvez y aller et vous pouvez parler au bébé avec des vrais mots, des mots qui vont le rassurer d'abord sur ses sensations, qui vont donner du sens à ce qu'il vit. À un bébé qui pleure et on arrive et dit oui, oui, je sais, tu as faim, oui, d'accord, le biberon arrive, et ben ça va le faire patienter, ça va lui faire attendre, ça va lui permettre de mettre du sens parce que il est encore à cette phase-là, il est, il est débordé, je dirais, par toute cette interaction avec l'extérieur, alors qu'auparavant, il était, comme on l'a vu, in utérus, tout était feutré autour de lui. Bien sûr, tout ce que vous pouvez mettre en place comme échange avec l'enfant, comme les berceuses, comme les chants, vont lui permettre de développer un sentiment de sécurité. Pourquoi un sentiment de sécurité? Typiquement, si vous chantez une berceuse ou un registre de berceuse, hein, c'est pas, là, c'est pas une question d'unicité, mais un registre de berceuse au moment du coucher, eh ben, il va pouvoir peut-être identifier que ce moment-là, c'est le moment où il va s'endormir, il va accepter de s'endormir plus facilement. Et que ce lien, c'est comme si vous allez créer un lien qui, euh, qui va permettre de continuer ce dialogue entre vous et lui, entre le parent et l'enfant, tout en le rassurant, tout en le sécurisant et, euh, et, euh, et, euh, et voilà, en fait, c'est vraiment, ça me paraît tellement évident que je trouve pas de mots pour continuer à renforcer, je dirais, cette, euh, ce conseil de dire, faut parler avec l'enfant, même s'il ne comprend pas, ce n'est pas grave, il comprend quand même. Alors, de 6 mois à 12 ans, on va avoir quand même des petits sangs, l'émergence de quelques petits sangs qui peuvent mettre du sang, qui ont du sens, soit pour l'enfant, soit pour les parents lui-même. Parce que, un enfant qui va babiller, qui va commencer à dire, alors il y a une phase où le babillage va être plus varié, ils vont mélanger des consonnes, ils vont les doubler aussi, donc du coup, ça va donner des ba, mama, mama. Et ben là, les parents sont tout parent qui passe par là, il est tout heureux. Il me fait, même si ma maman pour l'enfant, c'est que du mécanique, c'est la phase où il va commencer à doubler.
la consonne, les parents vont la prendre pour oui, il a dit maman, oui, il a dit papa, et tant mieux, parce que c'est ça qui va l'encourager à aussi renforcer ce babillage, renforcer cette prononciation, et effectivement, il passera lui-même après au stade où quand il dira maman, ça veut dire c'est il dit maman, quand il dit papa, c'est il dit papa, pour le frère, il peut l'appeler voilà, s'il s'appelle avec un prénom qui commence par D, il peut l'appeler Da ou Dada ou des choses comme ça. Et c'est le début où on sent qu'il veut communiquer, qu'il commence à pouvoir émettre aussi des choses. Et donc, bien sûr, il va également commencer à comprendre des phrases toutes faites, ce qu'il ne pourra pas prononcer, bien sûr, mais qui ont une signification sociale pour nous, qui ont une signification aussi importante pour lui. Quand il a faim et qu'on lui dit oui, il dit oui, oui, voici, oh, t'as faim, je t'apporte ton biberon, il est là. Là, le son biberon, il l'entend. J'ai entendu un micro, il y a une question. Je continue. Donc, en recommandation, c'est vraiment multiplier les échanges directs, nommer les objets de l'environnement, même si à ces stades-là, encore une fois, l'enfant ne comprend pas, mais il va enregistrer, il pourra pas les prononcer, mais il va les enregistrer. Excusez-moi, j'ai dit ne comprend pas, ne peut pas parler, mais il comprend et il enregistre tous les mots. Il commence à constituer son petit lexique par la même occasion. Bien sûr, c'est également le moment, cette phase-là, où on va pouvoir commencer les jeux d'imitation, typiquement les jeux de cache-cache, ils ont raffolent vers l'âge de 9 mois à peu près, et ça peut continuer jusqu'à beaucoup, beaucoup plus tard, à 4 ans, 5 ans et plus. Et donc, dans les jeux de l'imitation, l'imitation, c'est l'imitation, les mimiques, les expressions, les tonalités, les chants, tout ça, ça va favoriser l'émergence, l'émergence du langage. Et ce sont des langages, parce que le langage corporel est un langage, pardon, est un langage de communication, c'est un langage d'accordage tonique, c'est un langage d'accordage tonique, c'est un langage de régulation émotionnelle, de échange émotionnel, de complicité, d'échange avec le parent, de, de manière d'approuver ou désapprouver ou de dire j'ai mal et ainsi de suite, et qui sont des choses qui sont vitales, qu'un enfant puisse s'exprimer, puisse pleurer, même à son niveau, si ce n'est que pleurer, c'est appeler c'est vous appeler à appeler votre attention, c'est vous appeler à également interagir. S'il pleure, c'est qu'il a peut-être mal quelque part, et ce n'est pas que du langage uniquement, du fonctionnel, du relationnel et du plaisir. Ça peut être aussi quelque chose qui peut lui servir, enfin, qui peut être sur le côté vital pour sa protection et pour qu'on puisse savoir ce qu'il a. Alors, je vais passer comme ça les phases de développement principaux jusqu'à 3 ans. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez une question par rapport à un âge particulier, à une compétence particulière de l'enfant à un âge, on pourra en parler. Si vous trouvez que l'information n'a pas été dite, on n'est pas présente dans les slides. Donc, entre 12 et 18 mois, donc effectivement, d'abord, il y a le développement en psychologie et développement psychomoteur qui va être un petit peu plus avancé parce qu'à cet âge-là, souvent, les enfants, s'ils n'ont pas un retard important, eh ben, ils marchent, ils explorent, ils jouent, s'ils ne marchent pas, ils sont déjà à quatre pattes, donc ils ont un champ, je dirais, d'interaction, d'expérience, d'espace qu'ils peuvent explorer, qui est beaucoup plus important, plus grand. Et à cette phase-là, ils vont commencer aussi, ça va s'accompagner également par l'utilisation des mots, à, ils, des mots qui peuvent rester simples, soit pour dire des objets précis, typiquement le fameux biberon, qui peuvent très bien commencer à prononcer biberon.
ils peuvent commencer à comprendre un peu plus, plus de mots ou plus de tournures. Ils peuvent commencer également à utiliser les gestes un peu conventionnels, enfin, les gestes conventionnels sociaux, comme au revoir, bonjour, enfin au revoir. Il sait que la personne parte. Et donc, c'est au-delà des mots, c'est vraiment toute une compréhension de son environnement. Déjà, il explore son environnement avec le langage, avec les signes, avec les symboles. Il commence à comprendre aussi ce qui se joue autour de lui et ça va bien sûr faire émerger euh, son appétence, je dirais, à vouloir échanger plus, à vouloir s'exprimer, à vouloir dire des mots pour répondre à ce qu'il vit, à ce qu'il voit, à ce qu'il explore, à faire associer l'adulte en même temps. Et également émettre des mots sur ce qu'il vit. Donc, dans cette phase-là, on peut ne pas, la recommandation, c'est bah, même répéter ce que l'enfant dit 10 fois plutôt que de le reprendre de façon négative. S'il dit pour table, il dit ta 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 ta, on peut dire oui, tu veux dire table, oui, c'est table, oui. Et on peut commencer à lui dire est-ce que tu as faim? Parce que là, on sait qu'il peut répondre avec des oui, des non. Euh, est-ce que tu veux ça ou ça pour le faire choisir, pour le faire associer et, euh, et toujours continuer dans aller, aller l'habituer à développer, à s'exprimer. Même si les mots sont pas encore là, l'expression, le langage, on l'a dit, c'est toujours, s'il suffit de vous dire je veux ça, ça va développer justement le fait de désigner l'objet, ça va être c'est ce qu'on appelle en fait l'attention conjointe. Quand il fait ce mot, je dis je veux ça ou tiens on regarde ça maman, on regarde ça papa. Euh, Ça va, c'est vraiment c'est qu'il est dans le focus avec vous, il est dans l'interaction avec vous et c'est une compétence qui est vraiment très regardée, très attendue, cette attention conjointe qui malheureusement fait défaillance des fois pour des enfants avec spectre autistique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas développé, la- qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas eu ce dialogue dont on a parlé tout à l'heure et autres, mais ce trouble en particulier euh, fait qu'un enfant ne va pas interagir en, en montrant par exemple par le doigt quelque chose. Après arrive l'âge de 18 mois, 24 mois, donc l'enfant a déjà commence à bien marcher, à bien explorer, il peut même commencer à courir, on a même un peu du mal à, à le contenir, je dis, ouais, derrière lui, donc ça fait courir aussi les parents par la même occasion. Et au niveau du langage, il va pouvoir commencer à construire les premières phrases qui peuvent être constituées de deux petits mots, de trois mots, the gâteau, papa parti, maman partie, des choses comme ça, qui ont une grande signification pour lui. Au terme de la phrase, ça veut dire qu'il a compris son entourage, qu'il a assimilé l'information et qu'il peut la restituer avec une phrase construite par des mots socles, des mots importants, des mots socles, on va dire. Euh, et là, vraiment, vous allez enfin, les parents qui ont des enfants de cet âge-là, c'est là où il va y avoir vraiment une explosion, je dirais, du vocabulaire. Le vocabulaire va s'enrichir du jour au fur et à mesure. Encore une fois, tous ces développements, vraiment, j'insiste. C'est pour moi, c'est important de donner de repères. Par contre, ces repères-là, ça reste vraiment à titre informatif parce qu'un enfant, il va pouvoir très bien développer plus une compétence
dans une phase, par exemple, les deux, un enfant qui avait un peu de retard dans la marche, bah, sa priorité dans les 18-24 mois, c'est pas forcément, ça va pas être forcément le langage, ça va être justement marcher. Et un enfant, si l'enfant fait ses dents, il va pas pouvoir non plus continuer à évoluer ou continuer à se développer de la même manière. Donc, il y a des phases où il peut y avoir des décalages importants parce que il va plus investir un autre domaine au profit d'un autre. Donc, il parle moins, mais il va peut-être marcher, euh, et vice-versa. Donc, il faut les prendre avec une grande vigilance, un repère pour vous aiguiller, pour aiguiller, mais pas forcément une règle stricte qui s'applique à tous les enfants, parce qu'on le sait très bien, un enfant est unique et son développement est adapté et spécifique à lui-même. Et là, dans cette phase-là, on peut commencer à introduire les jeux de mots, les livres imagés, c'est très bien, c'est parfait pour enrichir le vocabulaire. Et bien sûr, il n'est pas nécessaire de minimiser, quand on voit le chat, on va dire, enfin, on voit le canard, on va dire coin-coin ou des choses comme ça. On peut nommer, mais n'empêche qu'on peut aussi ajouter les petites tonalités. Ah, c'est un canard, il fait coin-coin. Ah, c'est un chien, il fait ci. Ah, c'est un chat, il fait miaou. Et, euh, et ça lui permettrait à la fois de savoir le vrai mot, de pouvoir l'emmagasiner, mais aussi peut-être par facilité ou pour un enfant qui aurait du mal à prononcer, ben, au moins de retenir quelque chose qui lui permettrait de faire l'association entre cet objet-là ou cet animal et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc ça aussi, ça fait partie je dirais, du champ lexical qui lui permettra de mieux explorer et renforcer son développement cognitif, et autres. Alors, de 2 à 3 ans, et là, on va commencer à revenir sur une phase où il va un peu plus structurer son langage. C'est les phases où il peut utiliser des phrases complètes, euh, avec des noms, je veux pas, ou des choses comme ça, où là, ça veut vraiment dire beaucoup. Surtout quand l'enfant dit je, c'est, c'est que c'est qu'au niveau de son développement, il y a ce qu'on appelle une individualisation. Il peut, il peut, il peut s'exprimer en son nom propre. Après, il y a des enfants qui s'expriment aussi, au lieu de dire je, il va dire son prénom. C'est aussi des phases de développement au-delà du langage strict sensus. C'est c'est le langage, c'est une prise de conscience que lui s'appelle tel et donc du coup va utiliser son prénom pour parler au présent et pour le jeu. C'est la phase vraiment où il a pris conscience de son individualisation. Euh, et là, là encore, comme on l'a vu, il aura exploré, il aura peut-être qu'il rencontre, qu'il, que son environnement n'est plus limité et même probablement même dans les cas où les enfants sont gardés à la maison et autres, à cet âge-là, il va commencer, ou il a déjà commencé à, à être dans les collectivités, à croiser d'autres personnes. Et donc, on peut commencer il peut faire, rapporter des petits récits pour dire, parler de ce qu'il a fait à l'extérieur, parce que là, il a son propre, je dirais, environnement où il évolue et tout. Donc, il faut toujours l'encourager à raconter, à décrire les activités, à les faire avec lui-même, à faire de même. Vous pouvez, quand vous rentrez, lui parler de votre journée, c'est vrai on pense pas toujours, hein. On pense pas toujours à faire les choses dans les deux sens, mais bien sûr, pour un peu renforcer ce lien, pour l'encourager, eh ben, vous pouvez également lui parler, mais de toute façon, il sera toujours de bonne écoute. Donc, pareil, encourager l'exploration sensorielle, motrice, la base de l'expression corporelle.
C'est cette phase, il bouge beaucoup. Effectivement, on va, on va être plus sur de l'exploration, de l'activité ou de l'hyperactivité pour certains enfants. Mais n'empêche, et d'ailleurs on le voit hein, chez les enfants des fois qui sont un peu plus hyperactifs, on peut tomber dans le registre où ils parlent moins bien que les autres, où ils s'expriment, où ils prononcent moins bien. Alors ça, c'est un constat, je dirais, que je vois dans ma clinique, euh, que, qui n'est pas généralisé. Mais ça rejoint l'idée que je vous ai dit tout à l'heure, peut, c'est un enfant, quand il investit un domaine, il peut avoir un peu de décalage dans d'autres domaines. Donc, continue. Est-ce que vous avez des questions par rapport au stade de développement du langage de l'enfant à ce stade-là, ou est-ce que je continue sur la partie bilinguisme? Je ne vois plus le chat. Si. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Je pense que tu peux continuer, Souad. OK. Merci. Alors, dans le contexte bilinguisme, donc c'est d'être exposé, en fait, d'être exposé à plusieurs langues ou au moins à deux langues. Dont une, bien sûr, ce sera une langue maternelle. Et des fois, je vois dans les couples mixtes, il y aura toujours la langue maternelle, la langue du papa, la langue du pays d'accueil, et voir la langue de l'école que fréquente l'enfant. C'est dans certains pays. Il peut y avoir, par exemple, des parents de pays différents avec de langues différentes qui sont dans un pays encore tierce et on va mettre l'enfant dans une école bilingue anglais ou dans une école anglaise parce que c'est la langue un peu commune à différents, euh, voilà, ou que les parents ont choisi. Euh, donc, sachez, c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu des débats. Est-ce qu'il faut parler à l'enfant les deux langues? Est-ce qu'il faut attendre qu'il acquiert un langage pour introduire le deuxième? Et après, effectivement, il y a eu une multitude d'études qui ont confirmé que justement, non, il est mieux de parler dans les deux langues à l'enfant, dans les deux langues à l'enfant, dans les langues maternelles en priorité euh, à l'enfant, parce que déjà le cerveau très jeune, il a une capacité en fait d'adaptation grâce à la plasticité et il va mettre en place justement des mécanismes selon la tonalité, selon plein de registres. euh, de la langue, il va pouvoir, lui, faire cette différenciation entre ces deux langues-là et que, effectivement, au niveau du langage, du fait que le cerveau a cette capacité, bah, l'intégration simultanée de plusieurs langues, elle va favoriser, elle est possible. Après, qu'on a remarqué aussi, c'est que le premier parler, les premières expressions verbales vont arriver un petit peu plus tard qu'un enfant qui a été exposé à une seule langue. Mais l'enfant, il aura capitalisé sur les deux langues, il aura appris les deux langues et euh, il aura une émergence vraiment verbale, une expression verbale euh, bien un petit peu décalée. Euh, euh, il l'aura, et voire même, il y a un effet qui a été démontré par les études, que d'être exposé au bilinguisme, bah, ça favorise la capacité d'acquérir d'autres langues comme une langue étrangère tierce, mais aussi des langues de chant, de rythme, des choses comme ça. Voilà, ouais, de manière générale, même une métacognition un peu plus poussée. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment, si vous avez une langue étrangère, c'est parler
à l'enfant dans sa langue maternelle, dans sa langue d'origine. N'hésitez pas. Et c'est vrai que moi, je le vois, il y a des parents, enfin des enfants qui ont vécu à l'étranger, où les parents parlaient leur langue maternelle, et quand ils arrivent en France, euh, où ils parlent pas, ils arrivent pas, ils interagissent avec les autres enfants, hein. Avec son langage, c'est sûr, ils interagissent. Par contre, j'ai eu des échos des fois de la maîtresse ou le maître qui va dire oui, mais il comprend pas ce qu'on lui dit, oui, mais euh, et vraiment cet effet se dissipe assez vite finalement. C'est une question de mois, sur les 2, 3 mois, les choses se dissipent, les, l'enfant l'enfant puis enfin voilà. L'enfant dès qu'il y a les premiers mots qui arrivent, et ben le langage se stabilise. L'enfant sait différencier de lui-même qu'à l'école il va parler français parce que ses petits copains, parce que le maître ou la maîtresse le comprennent que dans ce langage-là. Et avec les parents, eh ben, il parlera, il comprendra, voire même des fois, on peut même remarquer une phase un petit peu de régression, de repli. Il va refuser de parler la langue par exemple maternelle à la maison. Euh, mais à un moment donné, quand tu leur as bien consolidé la deuxième langue, lui, il utilisait la langue sociale, comme on dit, qui est utilisée à l'école, il reviendrait à s'exprimer dans sa langue maternelle et, euh, et voilà. Euh, donc on a parlé des différents stades du langage, on a parlé du bilinguisme. Alors moi j'aimerais bien vraiment insister sur une notion qui est vraiment communiquer. Oui, communiquer avec l'accordage tonique, communiquer avec les mots, communiquer avec les jeux, mais communiquer bienveillant. Communiquer bienveillant, c'est s'adapter à la capacité de l'enfant, de son âge langagier. Enfant, avant 3 ans, il va être impulsif, il va beaucoup bouger, il sera, il aura, il aura, il aura des difficultés aussi à réguler ses émotions. euh, mais il faut voilà, il faut qu'on évite il faut vraiment qu'on soit, qu'on s'adapte à son rythme. On peut pas attendre de lui à ce que typiquement, dans l'impulsivité, il peut couper la parole. S'il est content d'apporter une information, il va venir, il va la dire sans qu'on ait le temps de. Donc oui, on peut le reprendre, oui, on peut lui montrer le chemin des choses, lui expliquer, mais sachez qu'il faut tout de même s'adapter à sa capacité et à prendre en compte aussi son niveau développemental. Euh, Typiquement, et également des choses, enfin, dans la communication bienveillance, il faut vraiment éviter des formules qu'on dit qu'on utilise tous les jours. Dépêche-toi, ou oh là là, mais qu'est-ce que t'es lent, parce qu'il y a la pression il y a la pression de la société, il y a la pression du timing, il faut manger à telle heure, il faut partir à l'école à telle heure, il faut aller, on t'en revient de l'école, c'est la douche, c'est la douche, le repas, et on est sous pression. Donc, faut faire attention que votre pression ne pas toujours, dans la mesure du possible, la communiquer à l'enfant en lui demandant des choses au-delà de son âge ou en soulignant ses difficultés ou ses zèles aussi. Un enfant, quand il va commencer à parler, il va vouloir tout raconter et pourquoi ci, et pourquoi ça, et, euh, des choses, voire monopoliser la communication. Donc, typiquement, lui dire non, tu parles trop, non, arrête, non, tu n'as pas à parler. Il y a des moyens de le faire. Il faut les introduire, mais toujours avec bienveillance et en les ayant expliqués à l'avance. Euh, Pareil, toujours dans ce registre, bah, éviter la comparaison parce qu'effectivement, comparer,
C'est porter un jugement, ça peut être source effectivement d'inquiétude, de source de stress pour le parent. Mais si vous le comparez, dit, oh là là, je comprends pas, ton frère il a marché ou ton frère il a parlé à 3 ans, oh là là, tu fais pas ci encore, tu fais pas ça. Vous allez lui communiquer c'est sûr que c'est fait, enfin, ces interrogations peuvent être faites dans l'intérêt de l'enfant, par amour aussi pour l'enfant, mais n'empêche que ça peut, lui, il va l'entendre, ça peut l'insécuriser, voilà, ça peut avoir un impact sur son propre développement, voire même le bloquer, et ce sont des écueils qu'il vaut mieux éviter. Euh, et bien sûr, toujours encourager, prendre le temps. Certes, je dirais, c'est la denrée rare, le temps. Tout le monde on n'a pas toujours tout le temps devant soi pour faire les choses comme il faut. Mais dans la mesure du possible, sachez qu'un enfant, pour qu'il exprime ce qu'il pense, qu'il dit les choses, ben, il a besoin d'un peu plus de temps qu'un adulte pour rassembler ses idées, pour les mettre en mots et et que, que voilà, faut l'accompagner dans cette démarche, il faut l'encourager, pas forcément le reprendre ou le moquer systématiquement sur sa prononciation, par exemple, également. Voilà, et on peut en dire plein d'autres choses. En tout cas, gardez en tête ce accordage, capacité de l'enfant, votre regard sur ce qu'il va dire l'enfant et lui donner cet espace pour qu'il s'exprime dans un environnement qui lui permettra d'être en étant sécure, de pouvoir prendre plus, d'oser plus et donc communiquer plus, parler plus et se développer également euh, euh, correctement. Alors, sur le registre du langage, il est important effectivement d'avoir des repères dans le développement, mais il est également important de repérer quand est-ce qu'on va parler de retard ou de difficulté réelle, d'un retard de langage ou juste retard de développement qui peut commencer, qui peut commencer plus tôt, qu'on peut avoir des petits indices plus tôt, ne pas hésiter ne pas hésiter à les repérer, mais surtout ne pas hésiter à en parler autour de vous ou à contacter des professionnels qui peuvent confirmer ou infirmer, bien sûr, le potentiel retard ou difficulté. Donc, quelques signes d'alerte euh, qui sont pas exhaustifs, hein. Cette conférence ne se veut pas en ce temps contraint, il n'est pas possible de tout lister, d'être exhaustif à 100%. Donc déjà, mais si vous remarquez une absence de babillage ou de vocalise avant les 6 8 mois, ça, c'est une source d'inquiétude. Un bébé, certes, effectivement, bon, même avant, on peut parler à 3 mois du sourire. Un enfant qu'on regarde qui ne sourit pas, soit il est malade, soit vraiment il a, il a vécu des choses difficiles, hein, que ce soit au niveau corporel, parce qu'il a été hospitalisé ou autre. On peut retrouver cette difficulté de sourire avant 3 ans, avant 3 mois. Mais sachez qu'un enfant autour de 2 3 mois, il vous rendra le sourire. Euh, que un enfant entre 6 et 8 mois, enfin bien avant, il vocalisera. Mais si entre 6 et 8 mois, vous n'avez pas entendu de vocalise, il faut vraiment alerter, contacter, enfin, essayer essayer déjà de, de, de voir est-ce qu'il y a des réelles raisons, parce qu'il a été malade ou autre. Mais sinon, s'il n'y a pas des grandes périodes d'hospitalisation, il faudra effectivement s'inquiéter. Euh, Voir, vérifier l'audition, contacter un professionnel également du développement pour qu'il puisse évaluer l'enfant au diagnostic. Euh, Pareil, jusqu'à 18 mois, si on a vraiment zéro mot, il dit pas ni oui, ni non, des choses comme ça, on peut se poser des questions.
Encore une fois, un enfant qui a marché qu'à 16 mois, peut-être qu'on n'attendra pas de lui à ce qu'il y ait le langage à 18 mois. Mais c'est des grandes lignes encore enfin, c'est des lignes, je dirais, c'est des repères, mais pas une règle stricte. Euh, un des signes aussi qui peut inquiéter, c'est l'enfant qu'on l'appelle avec son prénom à la partir de l'âge de 18 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans. S'il ne répond pas à son prénom, il faut également s'inquiéter. Euh, L'idée derrière, c'est de ne pas passer à côté d'un éventuel trouble du spectre autistique. Euh, Conjointement aussi à ce dont on en parlait avant, qui est l'attention conjointe, l'enfant qui va pas montrer les choses par son doigt également. Et au-delà de 2, 3 ans, c'est les phrases simples, veut gâteau, des choses comme ça. Si on ne les voit pas, on pourrait commencer à s'inquiéter. Sachez que pour un retard de langage, même si c'est pas moi, psychomotricienne, qui peut en parler le plus à l'aise, on ne parlera pas de retard de langage avant les 4 ans. Donc, je vois qu'il y a dans le chat quelque chose qui peut être la raison d'un retard de langage au-delà des troubles auditifs. Donc, effectivement, au-delà d'un trouble auditif, il peut y avoir, comme je l'ai dit, le trouble du spectre autistique. Euh, il peut, il peut être une source de retard de langage, sachant que enfin, il y a d'autres enfants qui parlent bien, mais qui malheureusement peuvent avoir Disons que le retard de langage n'est pas l'exclusivité, c'est pas ça qui va faire diagnostiquer un trouble autistique, mais dans le cadre du trouble autistique, on peut retrouver le retard de langage. Là, au-delà des troubles auditifs, on peut également citer des causes euh, physiologiques, c'est-à-dire l'enfant qui aura une hypotonie de la bouche, les enfants qui bavent, l'enfant qui bave beaucoup quand il est petit, ça veut dire qu'il a une hypotonie autour de la sphère orale. Ces enfants-là vont parler peut-être un peu plus tard que les autres enfants. Ou quand ils vont commencer à parler, on le voit, la prononciation est si difficile. Donc, une des premières phases, c'est d'abord travailler autour de la sphère orale. Euh, pour développer pour atténuer cette hypotonie dans la psychomotricité ou dans le cadre de troubles d'oralité, ben ou même son trouble de l'oralité, c'est travailler autour de la bouche avec des mimiques, à lui apprendre à souffler, faire travailler sur les grimaces, les sourires, les signes, les ça, pour faire travailler un petit peu la motricité au niveau de la sphère orale euh, et, euh, et faire en sorte atténuer le, atténuer le retard du langage. Alors, la titine, elle va agir différemment. La titine, pour moi, elle coupe l'interaction avec l'adulte. Quand l'enfant a dans la bouche une titine, eh ben, déjà, il va pas prononcer, il va pas agir, interagir, il va pas répondre avec des mots aux parents, il va pas faire des grimaces, il va pas faire des mimiques avec sa bouche, puisque elle est occupée par la titine, au-delà du fait que la titine, et je le vois, moi je vois sur les enfants, ont beaucoup la titine en bouche, ça peut déformer la dentition et ça, bien sûr, hein, conseille de voir avec un spécialiste dentaire qui vous aiguillera mieux. Alors, on a une question. Bonjour, je suis bilingue et je parle les 2 langues à la maison. On lit les livres imaginés en français, mais je traduis les autres langues tout de suite. Il prend, même s'il ne dit pas que quelques petits mots. Il aura 2 ans ce mois-ci. Est-ce que j'utilise la bonne manière pour lui apprendre les langues? Écoutez, moi, ça me semble parfait parce que vous voyez vous-même, vous apportez un beau témoignage plus qu'une question.
Oui, l'enfant comprend, on dit des petits mots. Et le plus important, comme je dis, c'est d'être baigné dans la langue, le fait d'être baigné dès le début dans les deux langues, dans les tonalités, dans les vibrations, je dirais, de la langue, ne pourra que lui faciliter les choses pour la parler par la suite. Et là, comme vous le dites, il comprend lui-même. Je ne sais pas si pour les autres, vous voyez la question, si vous préférez que je la lise. Donc là, le témoignage, hein, que je considère comme témoignage, je suis bilingue, je parle les deux langues à la maison, on lit les livres imagiers en français, mais je traduis les autres langues tout de suite. Il comprend, même s'il ne dit que quelques mots. Il aura 2 ans. Très bien, parfait. Et ben, écoutez, merci pour ce témoignage. Et pour moi, je trouve que c'est très bien. Alors, alors on passe, merci pour vos questions, du coup, effectivement, sur la partie langage. On va passer sur la Alors, deuxième, ce que j'appelle le soit deuxième je petit me volet. permets de t'interrompre, il y a une nouvelle question dans le chat. D'accord. Merci. Bonjour, chez nous, on parle 3 langues à la maison. La petite vient d'avoir 2 ans, mais ne dit que papa, maman, Allah. Est-ce que c'est un retard? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, le retard, il ne pourra être vraiment, on pourra parler de retard de langage qu'à partir de 4 ans. Le fait qu'il ait prononcé les premiers mots, c'est vraiment un bon indicateur pour moi pour qu'il développe son langage par la suite. Et les mots vers 2 ans, on est quasiment presque dans les grandes lignes de repères. Après, moi, je pense que à ce stade-là, à 2 ans, on ne pourra pas parler de retard. Vous verrez par la suite comment elle évolue, mais à ce stade-là, non, il n'y a pas de retard. Soit je me permets de lire la question de Lara. Bonjour, mon bébé 6 mois sera bilingue français-anglais et étant donné qu'il y a un risque de retard de parole, je pensais introduire des signes. Qu'en pensez-vous? Je le fais déjà un peu, mais je me limite à bonjour, je t'aime, encore, boire, manger. Merci. Alors là-dessus, c'est une question, j'ai lu des choses là-dessus qui sont contradictoires. Je ne pourrais pas me prononcer, je conseillerais le faire ou ne pas le faire. De mon point de vue, la langue des signes est une troisième langue et que plutôt que de passer du temps, je dirais, à, à, à mettre des symboles sur des choses et de parler une troisième langue, elle peut être juste spontanée, la plus spontanée, la plus vraiment réelle, franche avec l'enfant et elle-même, hein, en fait, d'être elle-même, de dire les mots comme ils les sentent, comme ils viennent. Moi, je pense qu'il aura un peu plus d'impact que d'introduire une troisième langue qui est le langage des signes. Bien sûr que tout apprentissage, on le dit, la plasticité petit fait que l'enfant peut, plus, plus on le stimule, plus on lui propose des choses, plus il pourra capitaliser là-dessus. Ça lui facilitera l'apprentissage des signes. Euh, mais à mon sens, je ne sais pas si en faisant ainsi, si on ne ramène pas une difficulté supplémentaire. Mais encore une fois, sur ce sujet, il y a eu des avis qui peuvent être contradictoires. Donc je ne saurais trancher la réponse. Alors, au niveau du timing, est-ce qu'on est bon? Est-ce que je passerai donc là, on va aborder la question de la prévention exposition aux écrans rapidement également, parce qu'encore, c'est un sujet dans le sujet. Mais pourquoi parler de l'impact des écrans sur le développement de l'enfant et le développement de langage en particulier? C'est parce qu'on a remarqué, ou des études, on a remarqué une corrélation. Déjà, les écrans s'imposent dans notre société, dans la vie aussi bien des parents, aussi bien du parent, du fait que le travail peut se faire en télétravail, téléconférence, et dans la vie de l'enfant qui est exposé aux écrans, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de, pas que ça soit écran, que ça soit télé, avec
avec du contenu éducatif, du contenu culturel, d'amusement, d'occupation également. Forcément, on ne peut pas passer à côté de cette question. Et est-ce que c'est dans le bien du développement de l'enfant? Est-ce que ça peut retarder son langage? Là encore, les études convergent pour dire qu'effectivement, il y a un impact des écrans sur le développement. Encore une fois, cet impact, il va être corrélé à d'autres facteurs. C'est le facteur de dans la maison, est-ce que ça communique? Est-ce qu'il y a de l'interaction? Il y a vraiment, dans beaucoup d'études, ils ont montré qu'en fait, c'est difficile d'isoler l'écran de, des autres facteurs de fonctionnement de la famille et de la vie sociale de l'enfant. Mais, n'empêche, il s'en dégage quelques grandes lignes que j'ai essayé de transcrire dans cet écran, dans ce slide. Un des premiers, c'est un impact sur le cognitif, qui est effectivement une exposition précoce ou excessive peut altérer, premièrement, et ça, il y a vraiment consensus, l'attention. Donc, dire que altérer l'attention, bah, ça aura des impacts sur, sur le ralentissement des apprentissages. Ça peut aussi avoir un impact sur limiter la curiosité de l'enfant. Quand je dis la curiosité, d'aller explorer son environnement. On a bien parlé quand il a 12 mois, quand il marche, qu'il va aller explorer, aller à tous les endroits, toucher, monter, descendre, monter dans le canapé, descendre, aller au parc, explorer. Et ben, s'il est devant un écran, il ne développera pas tous ces aspects-là, toutes ces expériences-là, et ça pourrait être un frein à sa curiosité. Et en plus, il y a un consensus sur le fait que ça altère l'attention. Donc, s'il a une altération altérée, apprentissage altéré, mémorisation des mots altérés, déjà, vous pouvez lui dire des mots, mais il va pas les capter parce que son attention n'est pas focus pour écouter, parce qu'il est débordé par d'autres choses. Et même au-delà de quand il n'est pas devant l'écran. Hein. Après, sur le volet langagier, comme il y a moins d'interaction verbale avec les parents, si un enfant passe 3 heures devant l'écran, c'est un moment où il prend. Mais comme l'apprentissage ne passe pas, c'est pas parce qu'on est exposé à un maximum de mots qu'on va apprendre tous ces mots. Le fait d'être exposé de façon passive devant un écran, même si le lexique utilisé va être très très riche, l'enfant va pas capitaliser sur ce qu'il y a. Par contre, une chose est sûre, il va moins interagir avec le parent, il va moins interagir avec son environnement et, euh, et du coup, il aura un langage un peu plus passif qui peut lui causer un retard par la suite de vocabulaire et d'expression derrière. Et bien sûr, n'en parlons pas, et j'aurais dû même le mettre en premier en tant que psychomotricienne. Il peut même avoir un retard sur sa motricité globale parce qu'il n'aura pas couru comme un enfant qui avait moins d'écran. Il n'utilisera pas son corps pour déambuler, pour toucher, pour explorer tout ce qui est sensoriel et que ça peut nuire. Ça peut nuire à son équilibre, à sa motricité globale, à son harmonie corporelle et ainsi de suite. Et donc, en dernier, ça a un impact sur l'émotionnel social. Donc, un usage excessif peut limiter les interactions sociales, affectives, réduire ainsi les capacités d'empathie et la gestion des émotions. Et d'ailleurs, en fait, on est devant l'écran, on est dans des choses, dans de l'immédiateté, dans de l'immédiat. Euh, une récemment, une des premières sources de consultation, c'est cette difficulté de gestion des émotions parce que les enfants deviennent un peu irritables, deviennent un peu frustrés. Donc, assez vite, on peut partir sur des crises. Euh, des crises de colère, des choses comme ça, dès qu'il y a la moindre frustration. Alors, bon, c'est beau, c'est toujours beau de dire oui, ok, pas d'écran, mais pas d'écran, il faut développer les alternatives pour réduire l'usage des écrans.
Quelques-unes citées ici. Premièrement, bah, proposer des alternatives attractives, organiser des temps de jeu en famille, euh, encourager les activités manuelles, encourager les activités sociales avec d'autres enfants. Ça ne peut que être bénéfique pour le développement de l'enfant et moins l'exposer à l'utilisation des écrans. Euh, il faut aussi donner l'exemple parental. Effectivement, il ne s'agit pas de dire à l'enfant, non, tu n'as pas le droit à la télé, non, tu n'as pas le droit à l'écran, et à côté, passer beaucoup de temps en présence de l'enfant, devant à utiliser son propre écran. Après, je sais, il y a beaucoup de parents qui télétravaillent. Bon, au moment de toute façon, enfin, le temps de télétravail, c'est un temps de travail, donc on n'est pas forcément en interaction, enfin, on n'est pas là pour l'enfant, mais on peut mettre les mots, on peut lui dire, papa, maman travaille, mais je peux pas faire ça avec vous, ou pendant que vous télétravaillez, peut-être que lui, il est à la crèche. En tout cas, sachez que quand je parle de donner l'exemple, c'est vraiment donner l'exemple de ne pas abuser de l'écran, de tablette, euh, en présence de l'enfant, si possible en dehors de temps de télétravail. Et bien sûr, je ne suis pas là à dire pas d'écran, zéro écran. Donc les écrans peuvent être utilisés, mais il faut qu'ils le soient d'une façon encadrée et réfléchie. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que si on parle à l'enfant, si on met des mots, si on lui parle du contenu qu'il va voir ou si on échange avec lui sur le contenu qu'il a vu, un dessin animé ou autre, eh ben, ça fait des moments d'interaction. Ça limite l'impact néfaste de l'écran sur l'enfant. Donc, bien sûr, il faut adapter le contenu, enfin, il faut choisir un contenu adapté pour son âge, pour son enfant, ne pas en abuser, réduire le temps d'exposition et mettre en place des règles claires selon l'âge. Parce qu'effectivement, un petit, c'est plus facile d'imposer, si vous ne l'avez pas laissé 2 heures devant l'écran, c'est plus facile de dire, bon, tu as le droit à 30 minutes après l'école. Alors, j'insiste sur le après l'école parce qu'il y a vraiment une étude récente qui a montré que le facteur, alors, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est très, très compliqué, mais que le facteur qui était le plus néfaste sur le développement de l'enfant était celui de exposer l'enfant euh, avant l'école aux écrans. Donc ça, c'est vraiment à proscrire avant l'école de mettre l'enfant en attendant que ce soit l'heure, de le mettre devant l'écran parce que ça captive son attention et ça nuit à ses apprentissages par la suite, à son interaction par la suite à l'école. Voilà. Et le mot d'ordre, je dirais, c'est l'équilibre, hein. C'est l'équilibre entre l'activité. Il faut pas trop, pas assez. Si vous êtes obligé d'utiliser l'écran aussi, c'est de le faire, mais avec équilibre entre vie sociale, interaction et, et écran. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin. Mais je vais insister sur les mots privilégiés, clés à privilégier son écran. Et après cette slide, je pourrais répondre aux questions. Je vois qu'il y en a 2 dans le chat, je pense. Donc, vraiment les moments clés à privilégier son écran, c'est avant le coucher, parce que l'exposition aux écrans euh, peut stimuler l'enfant, peut le rendre enfin, peut le rendre plus excité. Et surtout, le fait d'exposer à la lumière sur plus l'écran de tablette du smartphone que à la télévision, il va être exposé à la lumière bleue, à la lumière tout court. Cette lumière, du fait qu'il est exposé à la lumière, bah, ça va retarder la production du pic de mélatonine et on sait que la mélatonine, c'est la fameuse hormone qui permet l'endormissement. Et donc, exposer l'enfant avant le sommeil aux écrans va ralentir son endormissement et derrière également nuire à sa qualité d'endormissement
euh, dans l'endormissement. Donc, privilégier plutôt des rituels calmes, comme la lecture, les discussions. Et il y en a d'autres études qui ont montré pour les plus grands que dans nos sociétés, les enfants ne dorment pas assez. Et que sachez, pour un enfant autour de 2 3 ans, il a besoin de 12 à 13 heures de sommeil. Un deuxième moment privilégié dans lequel il faut vraiment pas qu'il y ait d'écran, c'est les repas. Pendant les repas, c'est un moment clé pour favoriser l'échange, pour le développement des interactions sociales dans la famille et donc forcément le développement du langage. Donc, les écrans doivent être éteints aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant, idéalement. Et faire manger un enfant devant un écran, d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans certains pays occidentaux, quand on regarde devant la télé, on ne réalise pas tout ce qu'on ingurge, tout ce qu'on mange, et ça peut donner des cas d'obésité au-delà au-delà de l'interaction sur le développement du langage. Voilà, pendant les temps de jeu, des activités, de jeux libres, les constructions, stimuler l'imagination, la coordination et favoriser tout ce qui est plein air, tout ce qui est autonomie. Bah, voilà, les activités de plein air vont favoriser l'autonomie, la découverte. Et tout ça renforce, bah, parler, chanter, jouer, tout ça renforce l'attachement, le sentiment de sécurité de l'enfant et va favoriser son développement global. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence. Je vais regarder dans le chat les questions. Alors, oui, et quid des visios par les écrans, par exemple, visio avec les grands-parents. La visio avec les grands-parents, bien sûr, c'est pour moi, c'est un moment d'interaction, c'est un moment social, c'est un moment familial. Souvent, ça va être des courtes, ça va être des moments de courte période. Donc oui, c'est une bonne, c'est tout à fait possible. Il ne rentre pas dans ce registre d'exposition prolongée aux écrans. Sauf si vous me dites, vous passez 1 heure à 2 heures avec la grand-mère ou le parent de l'autre, à l'autre bout avec la grand-mère pendant tous les soirs. Mais là, la question, ça va, au-delà de l'écran, ça peut poser une question d'équilibre, des moments de la famille aussi. Pour l'exposition précoce, bien sûr, néfaste, ça me paraît tellement évident, mais oui, il faut le dire, on le dira jamais assez. Les études convergent à dire que limiter, éviter l'exposition précoce aux écrans avant les 3 ans, avant les 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, avant 2 ans et demi, 3 ans, oui, c'est un âge précoce où il ne faut pas exposer l'enfant, euh, ou si c'est fait sur des périodes courtes. Et bien sûr, privilégier l'échange, le dialogue, et, et les alternatives pour occuper un enfant plutôt que l'utilisation de l'écran. Donc voilà, moi, mon petit mot de la fin, c'est vraiment, prenez plaisir à interagir avec votre enfant par le jeu, par le chant et par le langage. Merci Souad. Merci, merci à tous et à toutes pour vos présences. On sera ravis de vous retrouver le mercredi 5 mars pour la conférence qui sera sur la thème de la parentalité et qui sera animée par Pauline Lotte. Donc voilà, encore merci Souad pour cette conférence Merci très à vous. intéressante. Merci beaucoup.